par introduire, oui. Ok, merci beaucoup d'être là ce soir pour la deuxième des Skeptics in the Pub à Liège. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, je vais peut-être vous rappeler brièvement quel est notre objectif ici aux Skeptics in the Pub. Donc, les Skeptics in the Pub, ce sont des réunions informelles qui ont pour objectif de promouvoir la pensée critique, la méthode scientifique, la rationalité, dans une ambiance bienveillante et détendue autour d'un verre. Donc voilà, ici on va aborder, on fait des présentations tous les deuxièmes vendredis du mois qui abordent des phénomènes de société, les parasciences, des talks de vulgarisation scientifique, etc. Donc voilà, ce soir c'est Jérémy Royaux, j'y reviendrai dans quelques instants. Alors on n'est pas à l'origine de cette initiative des Skeptics in the Pub, il en existe d'autres, il en existe plus de 100 actuellement qui sont actifs partout dans le monde. Alors en Belgique, le comité PARA, qui est le comité belge pour l'analyse critique des phénomènes qui sont réputés paranormaux, organise les Skeptics in the Pub francophones à Bruxelles. Jérémy Royaux est le président du comité PARA. Et donc nous, c'est avec plaisir et honneur qu'on emboîte le pas ici à Liège. Alors, je vous le dis, c'est le deuxième vendredi de chaque mois ici au Cooper Café, qu'on remercie encore une fois chaleureusement. Je vous encourage vivement, pour les remercier, à consommer. N'hésitez pas. Alors, on a une page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. C'est via cette page qu'on vous informe des prochains événements. Sur cette page, vous trouverez aussi le lien vers notre compte Utip, si vous souhaitez nous aider à pérenniser un peu notre initiative. N'hésitez pas à faire un petit don, voilà, pour accueillir d'autres intervenants, pour d'autres talks super intéressants, dans les meilleures conditions possibles. On a eu la chance, le mois dernier, d'accueillir Vincent Flibustier pour un exposé sur les fake news. Le mois prochain, n'hésitez pas à réserver votre 12 novembre. C'est Estelle Bonin qui viendra parler de la conscience, de l'étude de la conscience. Elle est neurobiologiste et neuropsychologue au Coma Science Group. Donc c'est une équipe de neuroscientifiques à l'Université de Liège. Et donc, ils étudient des sujets comme les expériences de mort imminente, le coma, les patients en éveil de coma, etc. Donc, ça promet d'être super intéressant. On espère vous y voir nombreux. Pour ce soir, avant de laisser la parole à Jérémy, donc Jérémy va nous parler de l'histoire de la sorcellerie dans une conférence de vulgarisation historique. Et il va aborder avec nous l'évolution du concept de sorcellerie au cours du temps, les moments clés de la chasse aux sorcières, ce que pensaient les érudits et les hommes de loi de l'époque, sur quelle base elles étaient condamnées, les explications, comment expliquer les phénomènes de possession qui étaient observés à l'époque, tout ça. Voilà. Je vais laisser la parole à Jérémy. Après ça, je vous encourage à poser toutes vos questions. N'hésitez pas à démarrer le débat avec Jérémy. Voilà, et une bonne soirée à toutes et tous. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aussi à Skeptics in the Pub de m'avoir invité. Je suis très content de voir plein de personnes ici. Ça fait longtemps que j'ai pu donner une conférence ou une intervention en face à des vraies personnes. J'espère que ça va bien se passer, que je me rappelle encore comment ça marche. Donc, je vais vous parler de sorcellerie aujourd'hui. Alors, quelques infos en préambule. Donc c'est vraiment une conférence, comme il a été dit, une conférence d'histoire, de vulgarisation d'histoire. Donc on ne va pas se poser la question de est-ce que la sorcellerie, ça fonctionne pas. Voilà, c'est vraiment un travail historique. Quelques infos aussi. Donc je tiens beaucoup à la démarche de la vulgarisation scientifique. Donc on est une association qui fait de la vulgarisation scientifique sur plein de sujets. Et ce qui est important ici, c'est que donc moi je ne suis pas moi-même historien, mon domaine c'est la psychologie, je donne d'autres conférences sur des sujets dont je suis plus spécialiste. Ici c'est plutôt un sujet que je donne par passion. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est vraiment une synthèse de l'avis des spécialistes du sujet. Donc je ne vais pas vous donner mon interprétation de ceci ou cela, mon avis sur ceci ou cela. Ça vise vraiment à être une synthèse de l'avis des historiens, des spécialistes du sujet. Et je précise ça parce que je trouve ça assez important dans une démarche de vulgarisation, de pas qu'il y ait une confusion entre les avis personnels et puis les connaissances scientifiques. Voilà.
Alors, donc je vais vous présenter d'abord un petit plan des thématiques qu'on va aborder. D'abord, il y aura quelques éléments de définition, très brefs. Il y aura des éléments d'histoire de la sorcellerie avant le XIIe siècle. Et après, je vais parler un petit peu de la période entre le XIIe et le XVIIIe siècle. On fera un petit peu le portrait de la sorcière de cette époque. On parlera un petit peu aussi de quelques infos en lien avec les archives du Parlement de Paris, qui permettent de savoir un peu comment fonctionnait en fait la justice à la fin de la période des grandes chasses aux sorcières. On verrait que c'est assez intéressant pour comprendre le mode de pensée des juristes de l'époque, comment est-ce que les hommes de loi percevaient ce phénomène. Je dirais quelques petites choses du procès des sorcières de Salem, qui est probablement la partie que vous connaissez le mieux pour ceux qui connaissent déjà quelques petits trucs sur la sorcellerie au niveau historique. Et quelques mots enfin de la sorcellerie contemporaine, que j'aborderai très très peu, parce que voilà, c'est une conférence d'histoire, et l'histoire, ça parle surtout du passé, et pas tellement du présent. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment un petit schéma qui est très important et que vous allez retrouver dans tout le reste de ce que je vais dire. En fait, il y a 4 étapes historiques par rapport à la notion de ce qu'est la sorcellerie en Europe et en Amérique. Donc ici, je vais surtout parler de l'Europe et de l'Amérique, pas du continent africain, par exemple, qui est tout à fait séparé. Il y a donc 4 époques. La première époque, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie mécanique. Donc là, pour les personnes de cette époque, la sorcellerie, c'est simplement faire appel aux forces de la nature. Et c'est rien d'autre que ça. Il y a une deuxième époque qui est la sorcellerie spirit, où là, la sorcellerie, ça devient l'invocation des esprits et des dieux de l'époque. Ces dieux et ces esprits de l'époque sont perçus comme neutres, c'est-à-dire ils ne sont pas ni bons ni mauvais. Voilà, c'est un peu l'image que vous avez par exemple des dieux à l'Antiquité, les dieux grecs par exemple. Voilà, ils ne sont pas forcément bons ou mauvais, c'est pas comme Satan ou le dieu des chrétiens. Voilà, c'est plutôt neutre. Après ça, il y a une troisième époque où ces esprits et ces dieux, on les perçoit d'une autre manière. En fait, on les perçoit à ce moment-là uniquement comme des esprits et plus comme des dieux, et ils deviennent tous maléfiques. C'est-à-dire que, en fait, c'est essentiellement lié donc à une évolution chrétienne. Donc là, il n'y a plus que des esprits qui sont maléfiques et le dieu chrétien qui lui n'est pas maléfique. Mais tout le reste devient maléfique. Et voilà, donc en fait, toutes les autres croyances en fait sont un peu poussées à côté. Je vais développer ça après, hein, donc là je vous fais ça très schématique. Et après il y a une quatrième époque, qui est celle que vous connaissez tous en fait, tous et toutes, c'est la sorcellerie satanique. La sorcellerie satanique, c'est en fait l'invocation des esprits qui sont des servants de Satan. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui essentiellement dans les films, dans les livres, dans les histoires. C'est l'image de la sorcière contemporaine, que vous connaissez, qui jette des sorts, qui fait des rituels en lien avec Satan, etc. Je vais rester ici. Alors, quelques définitions très brièvement. Donc, pour la sorcellerie, il y a plein de définitions. J'en ai pris une qu'on retrouve fréquemment. Donc, la sorcellerie désigne souvent la pratique d'une certaine forme de magie, dans laquelle le sorcier ou la sorcière travaille avec les énergies globales, que ce soit celles des plantes, des cycles lunaires, des saisons ou bien des entités. Entités au sens très large. Voilà, c'est une définition qui est assez large volontairement parce qu'elle couvre justement différentes époques. Alors il y a toute une série de subtilités en fonction des langages. Il y a différents termes, notamment en anglais, sorcerer, witch. Et donc il y a des petites subtilités, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que ça prendrait trop de temps, mais disons qu'ici, on parle surtout donc, de sorcellerie en français, et l'équivalent anglais, c'est plutôt witch. Même si c'est un terme féminin, bon, ça a été en général associé aux femmes, pour des raisons historiques, donc c'est plus ou moins la même chose ici, sorcellerie et witchcraft, ou les sorcières witch. C'est essentiellement de cela qu'on va parler. Alors, je vais commencer par quelques informations par rapport aux origines du concept de sorcellerie. Donc, en fait, on trouve des traces de la notion de sorcellerie déjà avant le Moyen-Âge, donc c'est assez ancien.
À la base, le sorcier ou la sorcière, c'est un professionnel comme un autre, avec ses rituels magiques plutôt simples et des remèdes à base de plantes. Donc c'est un peu la notion que vous vous faites maintenant. Si je vous dis un rebouteux, le guérisseur de village, voilà, ben, c'était à peu près la même chose avant le Moyen-Âge que le sorcier du coin. On trouve des traces très anciennes, c'est-à-dire même dans les premiers écrits, il y a des traces du concept de sorcellerie jusque dans le Code d'Hammurabi en moins 1970 avant Jésus-Christ. Et dans le code aussi de Urnamu, ou Urnamu, je ne sais pas comment ça se dit, là c'est en moins 2100, et donc là il y a notamment une référence au test qui s'appelle l'épreuve par l'eau froide, qu'on retrouvera après le Moyen-Âge, qui consistait à jeter les sorcières dans l'eau pour voir si elles flottaient ou si elles coulaient. C'est voilà, une idée assez ancienne. Voilà. Et donc cette notion de sorcellerie est vraiment très, très, très ancienne. C'est probablement, d'après les historiens, un concept qui est aussi vieux que l'humanité, sous différentes formes de nouveau. Et en tout cas, c'est aussi vieux que l'écriture, ça c'est certain, on a des preuves de ça. Même si évidemment les premières traces écrites, elles sont assez limitées, et donc c'est pas très détaillé, on sait juste que le concept existait. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une variété d'autres concepts qui sont parfois liés à des cultures spécifiques, hein, donc je pense à d'autres cultures, le vaudou, les witch doctors, la kabbale, voilà, il y a de nouveau d'autres choses qui sont pas exactement pareilles, mais il y a des points communs évidemment entre les cultures et les notions. Voilà, ça c'est une image en fait du code d'Hammurabi, enfin une partie du code d'Hammurabi, c'est une stèle qu'on trouve dans les musées, qui est reproduite dans certains musées, et qui est donc très ancienne et qui fait référence à la sorcellerie. Alors les sociétés non occidentales, j'en dis vraiment quelques mots, elles ont eu peu d'influence sur la vision occidentale de la sorcellerie, mis à part le Proche-Orient. Donc il y a des influences de la Syrie, de l'Irak, de l'Égypte. Les Sumériens et les Babyloniens disposaient d'une démonologie assez élaborée et pensaient que le monde était rempli d'esprits, souvent hostiles, mais aussi parfois bienveillants ou protecteurs. Donc de nouveau, il y avait un peu de tout dans ces esprits. Il y a un exemple ici qui est celui de Lilitu, qui était un esprit sumérien assez terrible et qui, en fait, du côté grec, après, change de nom et devient Lamia. Et chez les Hébreux, ça devient Lilith. C'est le même esprit, la même divinité, ou le même démon, en fonction de comment on l'appelle. Donc c'est un démon lié au vent et à la tempête. Et c'est une femme qui a la possibilité aussi de se transformer en monstre, et qui historiquement enlève et tue les enfants. Elle est accompagnée de ses familiers, donc vous voyez sur la photo, il y a des familiers, donc ils sont des créatures qui servent en fait la sorcière. Ici c'est des lions et hiboux. Et elle séduit les hommes pendant la nuit pour boire leur sang. On peut se protéger d'elle grâce à des amulettes et des rituels, et surtout en vénérant une divinité, parce que ne pas vénérer l'une ou l'autre divinité, ça rendait en fait en danger, ou en tout cas fragilisé par rapport à certaines forces. Et donc, en fait, pourquoi je vous montre cet exemple-là, qui est pris parmi d'autres, c'est parce que on retrouve dans cet exemple-là plein de caractéristiques de la sorcière actuelle, en fait, hein. La magie, le fait de pouvoir voler, les familiers qui peuvent être invoqués. Donc voilà, on retrouve en fait des caractéristiques qui se transforment avec les âges, mais qui ne disparaissent pas totalement. Alors il y a aussi deux autres influences qui sont assez importantes sur la sorcellerie européenne. Donc il y a l'Antiquité gréco-romaine au 8e siècle avant Jésus-Christ, et au niveau aussi 6e siècle, jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Les Hébreux aussi ont été influents. Au niveau de la Grèce, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'ils avaient un système de magie assez sophistiqué, qui contenait deux branches majeures. Donc en fait, ils séparaient la magie en deux branches majeures. Il y avait une branche qui était liée à la magie divine. Ça, c'était une magie qui était pratiquée essentiellement par des personnes plus haut placées dans la société. Et puis, il y avait une deuxième branche de magie, qui était la magie populaire, en fait, la magie de monsieur et madame tout le monde, et ça s'appelait Magia. C'était une magie plus simpliste, plus mécanique dans le sens que c'était surtout faire des potions, faire des petites amulettes.
Et cette magie, elle n'était pas associée aux dieux. Elle était associée à des compétences bien ancrées dans la terre, des compétences locales, un peu comme l'artisanat, si vous voulez. Et cette magie, elle était quand même assez mal vue et associée essentiellement aux charlatans. Donc il y a déjà des écrits de l'époque où les personnes de la haute société grecque se plaignent des charlatans qui escroquent les personnes en leur donnant des amulettes qui n'ont aucun pouvoir pour se faire de l'argent, ou des potions magiques qui n'ont aucun pouvoir. Ça rappelle un peu certaines choses qui existent aujourd'hui. Et donc voilà, c'était assez mal vu et c'était vu comme des pratiques qui visaient à arnaquer un peu les citoyens. Et donc cette magie, elle était réprimée par l'État, et les Romains ont intensifié petit à petit cette répression, et petit à petit c'est devenu illégal en fait. Donc ils ont rendu illégales toutes les formes de magie qui ne faisaient pas partie de cette haute magie et des rituels autorisés par l'État et la haute société. Et en fait ces lois ont été des fondations, des persécutions qui sont apparues beaucoup plus tard, au Moyen-Âge et puis post-Moyen-Âge. Donc les Grecs pensaient que les sorciers consultaient souvent un démon, ça s'écrivait D-A-I et pas D-E-I, donc, ou démon, je ne sais pas de nouveau comment on prononce, qui était à la base un dieu mineur, mais qui devient petit à petit un être surnaturel plus inférieur, et qui n'est pas vu comme maléfique à la base. Et d'ailleurs, vous avez probablement entendu l'histoire de Socrate qui racontait qu'il parlait et qui recevait des conseils de son démon. C'était ça, c'était ce petit être surnaturel, d'abord vu comme une divinité et puis comme un être surnaturel inférieur. Et là, en fait, on voit le début des changements qui s'amorcent progressivement, et on va y revenir par la suite. La vision de ces esprits et ces divinités change, et différents courants de pensée vont diviser le monde spirituel en deux camps, les dieux d'un côté et les démons de l'autre. Et donc on va commencer à avoir vraiment une séparation. Il n'y a plus des dieux qui sont plus ou moins neutres, on a les méchants et les gentils. Voilà. Pour caricaturer un petit peu, bon, ça se fait progressivement avec le temps, hein. Ça ne se fait pas sur 10 ans, c'est pas un changement brusque, mais ça se fait progressivement. Et ce qui s'est passé pour les dieux, donc les gentils personnages surnaturels, c'est que eux sont devenus de plus en plus parfaits, idéalisés, on leur a donné toutes les caractéristiques positives, et on a donné toutes les caractéristiques négatives aux autres personnages surnaturels qui sont devenus en fait des démons maléfiques, mauvais, méchants, etc. Et donc par association, le sorcier, ou donc le rebouteux de village de l'époque, qui faisait appel à certains dieux ou certains de ces esprits mineurs, eh bien on a commencé à l'associer au mal, à des choses négatives, puisqu'il faisait appel à ces démons ou ces esprits maléfiques qui n'étaient pas dans les dieux qui étaient bien vus. Alors, un autre exemple de cette époque-là qui est intéressant et dont on retrouve des caractéristiques à notre époque, ce sont les fêtes consacrées à Dionysos. Donc vous connaissez Dionysos, au moins de nom j'imagine. Et il a aussi un rôle à jouer là-dedans. Donc en fait, historiquement, pour les Grecs, c'est le fils de Zeus, de Dionysos. Et il est issu d'une union avec une femme humaine. C'est un dieu qui est assez ambigu à la base dans l'histoire. Donc c'est le dieu de la fête, de la fertilité, du vin. Mais c'est aussi le dieu de la folie et de la démesure. Donc il est quand même très ambigu à ce niveau-là. Et dans une des versions de l'histoire de Dionysos, qui s'appelle la version orphique, en fait Dionysos est tué par des ennemis de son père, donc des ennemis de Zeus, les titans, et puis il est dépecé et mangé. Et Zeus récupère après son cœur et le mange pour le faire renaître. Voilà. Les histoires des dieux grecs, c'est toujours un peu particulier. Et donc le culte de Dionysos, il était public, c'était un culte qui était quand même assez fréquent à l'époque, mais il y avait aussi une partie du culte qui se faisait en privé, avec des réunions secrètes et occultes. Et donc les rites dionysiens, donc ceux qui étaient plutôt secrets et occultes, ils se passaient en général la nuit, dans une cave connectée plutôt à la fertilité, au monde des esprits. Et il y a des femmes qui se réunissaient dans ces endroits, dirigées par un prêtre masculin,
Bon, la société était encore plus sexiste à l'époque. Les participants portaient des dessins ou des objets qui représentaient des symboles phalliques et vénéraient un personnage à tête de chèvre qui représentait Dionysos. Et si vous avez vu certains films d'horreur où on parle des sorcières, on retrouve ce personnage à tête de chèvre dans pas mal de films d'horreur. Ça, il n'y a plus aucune référence à Dionysos, mais historiquement, ça vient un petit peu de là. Et donc, il est souvent représenté avec des cornes aussi, et ce rituel se termine par une consommation d'alcool ou de drogue. Et les participants dansent jusque très tard dans la nuit et pratiquent à certains moments des orgies sexuelles et des sacrifices d'animaux. Donc Dionysos, il est accompagné aussi par les satyres, qui sont à la base des demi-dieux, mi-homme, mi-bête, et aussi par les Ménades, qui sont des femmes ensorcelées par le charme surnaturel de Dionysos, qui les amène à une certaine extase, mais aussi à une certaine folie. Donc, de nouveau, c'est très ambigu, l'effet de Dionysos. Alors, les Ménades peuvent devenir meurtrières et tuer ceux qu'elles rencontrent sur un coup de folie. Et en fait, le rituel de Dionysos, que je viens de décrire, il y a pas mal de caractéristiques communes avec les rituels, le sabbat des sorcières, qu'on retrouve beaucoup plus tard dans l'histoire, et qui ressemblent à ces fêtes de Dionysos. Alors ici j'ai une petite illustration, c'est une poterie de l'époque où on voit Dionysos avec les satyres, donc ces hommes mi-hommes, mi-bêtes, et une ménade avec lui. Alors avec ces croyances, on a déjà les fondations de ce qui va être plus tard la vision chrétienne de la sorcellerie. Les Hébreux ont également influencé cette vision de manière indirecte, notamment quand la Bible a été traduite en grec et en latin au IVe siècle, par Jérôme de Stridon, qui a passé 15 ans à traduire la Bible. C'est un travail assez difficile pour l'époque, et certains passages en fait, vont être traduits avec un sens différent de celui qui était à l'origine. Bon, ce qui est un problème ou quelque chose de commun, en tout cas dans les traductions qui survivent les époques. Il y a parfois une certaine action politique sur ces traductions qui fait qu'on change le sens des mots au fil du temps. Et ici, un exemple, par exemple, c'est que il y avait le terme kashaf, qui voulait dire sorcier, à la base, qui était un terme assez générique. Donc de nouveau, le sorcier, c'était ni bien ni mal, c'était pas lié à Satan ou à des forces démoniaques, c'était un peu gros bouteux du village. Et après ça, ce terme a été traduit en fait par maleficus, qui voulait dire malfaisant. Donc là, bon, on voit l'impact politique de la traduction, qui est vraiment très important. Et ce terme va être plus tard associé au diabolisme, c'est-à-dire à la croyance dans le diable qui va se développer petit à petit. D'autres passages ont été... Tu peux parler un petit peu plus près du micro? Oui. Hello, hello. Oui, vous m'entendez? Ok. Oui, donc d'autres passages ont aussi été modifiés pour montrer les utilisateurs de magie d'une manière plus négative et plus démoniaque que la traduction originale. Et après, plus tardivement, il y a eu une nouvelle modification avec la Bible la King James Bible, donc la Bible du roi James. Donc ça, c'est en 1611. Et donc King James, donc James Ier, était un féru de démonologie. Et il était très effrayé par les sorcières, donc il était, en 1611, du coup on fait un petit bond dans le futur, il était vraiment déjà dans cette vision démoniaque, et lui en fait a fait traduire tous les termes génériques qu'il y avait dans la Bible, comme par exemple le terme witch, et il les a vraiment remplacés par des termes très négatifs. Vraiment dans l'idée de montrer le plus possible que tout ce qui était lié à la magie, c'était mauvais, c'était satanique. Alors une autre influence importante qui est venue des Hébreux, c'est le concept du diable. Donc la plupart des religions étaient plutôt monistes, c'est-à-dire qu'il y avait un seul être divin dans ces religions, un seul Dieu, et pas un Dieu et le diable. C'est venu après. Et donc ce Dieu à la base, il est seul, quoi. Il n'a pas d'opposition. Et ça, c'est venu après. Il y a une série de sectes religieuses qui ont postulé l'existence d'un camp maléfique, un camp qui s'opposait au camp du bien, donc au camp de Dieu. Et ça a petit à petit fait son chemin. Et des sectes comme le mazdaïsme, par exemple, qui a été fondé par Zarathustra, qui a pas mal influencé les Grecs et les Hébreux à ce niveau-là, et qui ont après à leur tour influencé la vision qu'il y a eu dans le catholicisme,
de donner une place importante au diable, à Satan, à côté de Dieu. Donc les Hébreux ont appelé Satan, cet opposant à Dieu, donc ce qui permet d'expliquer notamment toute la misère sur terre et les événements négatifs qui se produisent. Et donc voilà, ça serait des choses qui ne sont pas voulues par Dieu, qui lui est bienveillant, mais bien par Satan qui combat Dieu et qui est responsable de toute une série de choses négatives. Voilà, ça donne aussi un sens à l'existence du Messie qui vient sauver aussi de Satan. Parce que si tout se passe bien et que Dieu est bon et fait tout parfaitement, il n'y a pas besoin d'avoir un Messie, pas besoin d'être sauvé à la base de choses négatives. Bon, plus tard, il y a d'autres logiques qui se créent au niveau de la religion et qui expliquent l'existence de Jésus. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est aussi quelque chose qui est expliqué de manière différente en fonction des époques. Donc la conception de la sorcellerie, elle est intimement liée à ces changements théologiques. Dans le Nouveau Testament, le diable tient une place importante et il est donc le pendant négatif de Jésus. Satan est tellement puissant que tous ceux qui ne sont pas vraiment en lien direct avec Dieu d'une manière vraiment solide et positive vont être corrompus ou vont être facilement influencés par Satan. Et donc, toutes ces personnes qui sont influencées par Satan deviennent des hérétiques. Jésus ne peut pas avoir de concurrence. Donc voilà, si vous n'êtes pas avec Jésus et avec Dieu, vous êtes avec Satan. Il n'y a pas d'entre-deux toléré par les chrétiens après une certaine époque. C'était nouveau un combat politique qui visait à chasser toutes les croyances qui n'étaient pas celles des chrétiens de l'époque dans le mal, Satan, les hérétiques, etc. Donc c'est vraiment une lutte politique, mais cette lutte elle a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui dans notre société et elle modèle encore notre religion, notre culture aujourd'hui. Et voilà, donc toute forme de divin et de magie non chrétienne est donc devenue petit à petit une part d'un gros complot de Satan pour dominer le monde et pour corrompre toutes les personnes qui n'étaient pas rattachées à Dieu. Alors évidemment, la population n'a pas toujours suivi ces idées, ça s'est fait sur plusieurs siècles, puisque rappelez-vous, à la base, la sorcellerie, c'était un truc assez neutre, un truc artisanal, et donc voilà, ça a pris beaucoup de temps pour faire petit à petit disparaître une grande partie de ces croyances, pour qu'elles soient remplacées par les idées chrétiennes, et puis catholiques, protestantes. Ça s'est fait sur évidemment pas mal de siècles. Donc le terme païen est devenu courant pour caractériser ces pratiques. Les païens, c'était ceux qui n'étaient pas dans la bonne religion à l'époque. Voilà. Il n'y a pas pour autant un consensus absolu, parce qu'il y a encore des théologiens à ces époques qui s'opposent un peu à ces logiques, mais voilà, petit à petit, ça devient marginal. Et globalement, on peut dire que ça a modelé toute la société, toute la culture par la suite. Cela étant dit, la sorcellerie ne devient un crime qui est poursuivi et condamné que beaucoup plus tard. En fait, il y avait très peu de procès et d'exécutions avant le XIIe siècle. Donc jusqu'au XIIe siècle, c'était pas très bien vu. Il y avait des problèmes autour de la sorcellerie et de ses pratiques, mais il y avait peu de condamnations. On ne mettait pas encore les gens sur des bûchers. C'est venu aussi progressivement. Les lois ont commencé vraiment à se durcir à partir du 9e siècle, et les actions très répressives et violentes, c'est venu après le 12e. Voilà, donc il y a plusieurs groupes religieux qui ont été associés à l'hérésie et puis à la sorcellerie, des groupes qui en fait n'étaient pas à la base en lien avec ça, et qui étaient de nouveau des opposants politiques de ceux qui étaient au pouvoir. Notamment les cathares, mais aussi les gnostiques, les manichéens et toute une série d'autres courants religieux de l'époque, qui ont tous été qualifiés d'hérétiques simplement parce que leurs idées dérangeaient et leur religion n'était pas celle qui était au pouvoir. Et en fait, beaucoup de ces courants n'avaient en fait aucun lien avec la sorcellerie, ne faisaient aucun rituel qui était en lien avec la sorcellerie, n'avaient pas de croyance en lien avec ça. C'était comme ça va être pour les sorcières beaucoup plus tard, c'était des accusations un peu bidons qui servaient à condamner les gens, à leur poser des problèmes, mais pas forcément parce que ces personnes avaient une pratique qui était qualifiable de sorcellerie. Donc la sorcellerie
a souvent servi aussi d'accusation pour pouvoir emprisonner les gens ou leur nuire. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'il y a eu des personnes influentes, notamment des démonologues, qui ont répandu aux alentours du XIVe siècle, XVe siècle, pas mal d'idées de plus en plus dures sur la sorcellerie, de plus en plus répressives. Et ces idées ont pu se répandre assez fort dans la société, notamment au XVe siècle, grâce à l'invention en fait, de la presse de Gutenberg, qui a révolutionné l'imprimerie. Bon, c'était plutôt bien. Maintenant, ça a permis de diffuser massivement toute une série de livres, dont aussi certains livres qui ont diffusé ces idées plutôt négatives sur la sorcellerie. Le plus connu de ces livres, vous avez probablement déjà entendu parler, au moins de nom, c'est le Malleus Maleficarum. Ça vous dit sans doute quelque chose. Donc c'est un livre, donc, on traduit par Marteau des sorcières. C'était publié en 1486. Et c'est un livre qui aura un impact majeur dans la vague de persécutions et de procès qui va suivre sa publication. Donc ce livre est écrit par 2 inquisiteurs catholiques. Et c'est en fait un vrai manuel de référence pour le combat de la sorcellerie à différents niveaux. Donc il y a 3 parties dans ce manuel. La première partie, elle explique vraiment la nature de la sorcellerie. Donc on peut y lire l'aboutissement de tout le processus historique que j'ai brièvement décrit avant. Ce manuel établit la réalité de la sorcellerie et le fait qu'elle repose sur un pacte avec le diable. Et ça, c'est une idée qui commence à fort s'ancrer après cette publication, l'idée du pacte avec le diable. Alors, il nie l'existence de certains phénomènes, comme le fait de se transformer en animal. Donc ça, c'est un peu, par contre, tombé en désuétude à ce moment-là. Par contre, ce manuel affirme que les sorcières peuvent faire mourir les récoltes, causer de la maladie, influencer les éléments, créer des tempêtes, ou encore voler. Hein, rappelez-vous Lilitou que j'avais présenté tout à l'heure. On retrouve un peu le même genre d'idées. Et donc elles ont également d'autres pouvoirs, selon ce manuel, comme le fait de pouvoir prédire l'avenir, de pouvoir parler plusieurs langues, ou encore de déplacer des objets par la pensée, donc ce qu'on appelle maintenant la télékinésie. Voilà. Donc ces sorcières sont décrites comme étant majoritairement des femmes. Ça ne veut pas dire qu'ils pensaient qu'il n'y avait jamais d'hommes, mais c'était globalement des femmes, pour des raisons de nouveau historiques de l'époque, des raisons essentiellement sexistes et misogynes, parce que la femme c'était l'être faible, qui est plus facilement corrompu par Satan, qui est plus facilement dans le péché, et l'homme c'était plutôt celui qui était plus valeureux, vénérable. Voilà, vous savez comment ça va, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, c'était pire à l'époque. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Et donc c'est un livre qui est très sexiste et qui insiste beaucoup donc, sur le fait que c'était surtout des femmes. Voilà. Alors c'était pas pour autant facile pour l'homme puisqu'ils décrivent en fait le vécu de l'homme comme difficile parce qu'il doit tout le temps résister et faire face aux tentations de Satan. Mais disons que oui, il y arrive plus ou moins, quoi, s'il essaye vraiment, en tout cas certains d'entre eux. Et notamment grâce à sa morale religieuse puisque la meilleure manière de résister aux tentations de Satan, c'était de vivre une vie conforme à la morale religieuse de l'époque. Voilà, ce qui est une idée très importante dans la société de l'époque, évidemment. Il fallait se conduire d'une manière morale. Et les personnes à cette époque-là étaient assez fréquemment persuadées aussi que simplement le fait de se conduire de manière immorale, ça pouvait amener des catastrophes naturelles, par exemple. Hein, donc, amener des maladies dans les récoltes, des tempêtes, etc. Si un village se comportait d'une manière amorale et que Dieu n'était pas content, ça pouvait amener des catastrophes par la suite. Alors il y a une deuxième partie de ce manuel qui est destinée aux chasseurs de sorcières et aux juristes. Et ça a été très important aussi. Donc cette partie expliquait comment traquer les sorcières, comment les interroger, comment les détenir et comment les tuer. Les auteurs ne s'embarrassent pas beaucoup de la notion de preuve à l'époque. Tous ceux qui essayent de défendre les sorciers ou la sorcellerie, en gros, sont des alliés de Satan. Voilà. Et ils établissent aussi le fait que les bons croyants catholiques seront donc protégés, les protestants aussi, évidemment, seront donc protégés en partie de tout ça.
Alors le manuel, au niveau des preuves, donc il détaille en fait quelques signes distinctifs qui permettent supposément de repérer des sorcières. Par exemple, vous avez la fameuse marque du diable. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de films, plus ou moins contemporains, dans les bouquins, etc. Donc la marque du diable, c'est quoi? Donc c'est souvent avancé comme preuve pendant les procès, et c'est une tache de naissance, un grain de beauté un peu étrange, en gros, un peu n'importe quoi sur la peau qui n'est pas de la peau, quoi. Voilà. Donc évidemment, c'était quelque chose de très vague, et c'était pas défini plus que ça. Donc on pouvait assez facilement, si on cherchait la marque du diable sur quelqu'un, la trouver. Il y a aussi l'idée que la sorcière est insensible à la douleur au niveau de certaines zones du corps. Voilà. Et donc, pour tester ça, c'était utilisé dans la torture. On torturait la sorcière pour voir s'elle était insensible au niveau de certaines tortures à certaines zones du corps, notamment en lui enfonçant des aiguilles. Voilà, ça c'était une autre méthode. Et puis il y a aussi la fameuse ordalie par l'eau froide que j'ai citée au tout début, sur la stèle, les premiers écrits. Donc là, l'idée c'était d'attacher la sorcière et de la jeter pieds et poings liés dans une grande quantité d'eau. Et l'idée c'est que si elle coule, elle n'est pas une sorcière. Mais si elle flotte, c'est une sorcière. Bon, évidemment, si elle coule, c'est pas une sorcière, mais elle est morte quand même. Du coup, il y avait pas mal de dommages collatéraux. Donc il fallait aussi obtenir le nom des complices, et ça, il y a beaucoup de personnes après qui ont été emprisonnées ou qui ont été exécutées à cause de cette logique-là. C'est que quand ils interrogeaient une sorcière, il fallait absolument trouver ses complices, parce qu'il y avait l'idée que les sorcières ne travaillaient jamais seules. Elles avaient de nouveau une sorte de coven, pour prendre le mot anglophone qui est encore contemporain, donc des groupements qui pratiquaient ensemble des rituels. Et de nouveau, on retrouve un peu cette logique des rassemblements avec les croyances de Dionysos chez les Grecs, faire des réunions secrètes ensemble. Donc ils avaient cette idée-là, et donc il fallait trouver les complices pour aussi pouvoir les interroger, les condamner, etc. Et donc on torturait parfois les femmes en leur demandant qu'elles donnent le nom de leurs complices. Et c'est en général ce qu'elles faisaient. Parce que même si vous n'avez pas de complice, si on vous torture, il y a un moment, vous en donnez quand même. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est ironiquement bien étudié encore aujourd'hui dans les interrogatoires. On sait que si on torture les gens en leur posant des questions, à un moment, ils vont répondre aux questions, même s'ils n'ont pas la réponse. Et le problème, c'est que ce n'est plus possible à ce moment-là de savoir si c'est vrai ou pas. Et voilà, c'est assez logique parce que tout le monde, en se faisant torturer, si on n'a pas d'échappatoire, il y a un moment, on essaye de répondre à la demande, en fait, de donner des réponses, même si on n'en a pas. Voilà. Et donc ça permettait à ces personnes d'arrêter en chaîne en fait des cousins, des voisins, et donc ils se retrouvaient avec des groupes de personnes entiers comme ça qui étaient arrêtés pour sorcellerie et qui dénonçaient chacun d'autres personnes. Voilà, donc c'est cette forme de sorcellerie donc, qui va être visée dans les grandes chasses aux sorcières, et ça devient vraiment très fréquent à partir du XVe siècle. Même si le premier procès pour sorcellerie, c'était pendant le Moyen-Âge, et ça a eu lieu au XIe siècle. Voilà. Alors, sur toute la période, du début à la fin des procès, donc en Europe et en Amérique, les estimations, c'est à peu près 110 000 personnes qui ont été accusées et torturées, dont la moitié ont été exécutées entre 1450 et 1750. Alors, maintenant qu'on a un peu traversé une grande partie de l'époque, je vais faire un petit récapitulatif du portrait donc, de la sorcière hérétique. Donc, globalement, il y a le pacte volontaire avec le diable. Donc la sorcellerie, c'est une hérésie. Les sorcières, ce sont des hérétiques. Elle fait partie d'un complot organisé par Satan contre les catholiques ou contre les protestants dans les régions plus protestantes. Les agents de Satan sont partout. Il y en a toujours dans votre village, dans votre coin. Ils sont fréquents. La sorcière est accompagnée de familiers, un crapaud, un chat, un hibou. Ce familier
Parfois, il peut aider à lancer des sorts. Parfois, il peut aussi rendre les gens malades. Il a différents pouvoirs. Les sorcières aussi peuvent faire ça. Donc, elles peuvent faire des rituels, jeter des sorts, influencer le climat, faire pourrir les récoltes, rendre les gens malades, les maudire, etc. Elles participent au sabbat, donc qui est cette réunion entre sorcières, et donc dans un coin plutôt secret, qui est une fête où on se moque des rituels catholiques. Ça, c'est une idée qui vient qui vient après. Elles y vénèrent le diable, pratiquent des orgies sexuelles et mangent les bébés. Oui, c'est vrai. Le sabbat est dirigé par un démon ou l'avatar de Satan lui-même. Donc ça, à cette époque-là, donc après 13, 14, 15e siècle, donc là, on a plus, comme à l'époque des rituels dionysiens, on n'a plus un prêtre masculin qui dirige la cérémonie, mais ça devient l'avatar de Satan, ou Satan lui-même, ou le diable, voilà. Et évidemment, elles ont aussi des relations sexuelles avec cet avatar de Satan, ou Satan, et ça fait partie des rituels et du pacte qu'elles font avec lui. Donc les sorcières sont vues aussi à cette époque-là comme pouvant se métamorphoser, et elles sont capables de voler, soit sur un balai, ou alors sur un animal parfois, ou en se métamorphosant elles-mêmes en animal. Voilà, donc cette histoire du balai, ça a vraiment existé, c'est pas une invention des dessins animés. Donc la sorcière est donc une femme dans les 3/4 des cas. Souvent, on peut lui trouver les mêmes caractéristiques sociologiques, c'est-à-dire qu'elle est assez âgée, elle est veuve ou célibataire, et elle est plutôt pauvre ou marginalisée. Donc ça, c'est vraiment le profil de la sorcière, 13, 14, 15e siècle. On va retrouver ce profil chez quand même beaucoup de sorcières supposées. Et là, de nouveau, les historiens ont fait d'amples analyses sur le fait que c'était aussi quelque chose de très politique. Et les sorcières, c'était des personnes qui dérangeaient, qui étaient mal vues et qui avaient des caractéristiques qu'on jugeait négatives. Et donc la sorcellerie, ça servait d'étiquette pour les persécuter à l'époque. Être veuve ou célibataire, c'était très mal vu, c'était pas bien, il fallait être marié. Être pauvre, voilà, c'était pas bien non plus. Et si vous étiez marginal, c'était pas bien non plus. Et si vous étiez une femme, bien sûr, c'était pas bien. Mais ça, je ne le rappelle même pas. Voilà, donc elle est devenue le parfait bouc émissaire, donc cette femme sorcière, pour les classes supérieures et pour les religieux, dans une société qui tente en fait d'imposer la religion et de bannir toutes les autres formes de pratiques spirituelles ou religieuses, et de mettre en place une autorité absolue et plutôt patriarcale. Alors, je vais dire quelques mots de Salem. Donc Salem, c'est la période que vous connaissez probablement un peu mieux. Donc Salem, c'était un petit village en Nouvelle-Amérique où il y avait beaucoup de conflits autour des questions financières, des possessions de terres et aussi des choix faits par la communauté, parce que les protestants qui vivaient là-bas, donc c'était des puritains, donc des anciens colons américains qui avaient immigré et qui ont fondé les colonies en Amérique. Et ces gens étaient très radicaux au niveau de leurs croyances religieuses, et ils vivaient dans la peur de Dieu et dans la peur du résultat de toutes leurs actions. Donc à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, c'était très important pour eux que ça soit bien vu par Dieu, et ils étaient en grande majorité persuadés que si leurs actions n'étaient pas positives, il y aurait des conséquences sur leur village, sur leur famille, sur leur société. Et donc voilà, ils ont fondé donc des communautés hyper conservatrices, et c'était le cas donc de la ville de Salem. Et historiquement aussi, ce sont des gens, au début en tout cas de ces colonies, qui sont aussi dans le Nouveau Monde, entourés encore d'Indiens. Et donc, ils vivent aussi dans la peur des Indiens, qui ne sont pas vus très positivement, évidemment, par les colonisateurs de l'époque, qui sont encore au début en petit nombre. Ils ne sont pas là avec une grosse armée, ça c'est après, mais voilà, au début, pour eux, les Indiens, c'est une menace importante. Et donc, c'est des gens qui vivent dans la peur des Indiens et puis la peur de Dieu, et qui étaient plutôt inspirés par le calvinisme à l'époque. Donc voilà, quelque chose de très radical, de très
basiques, c'est-à-dire que la musique était interdite, par exemple, à part quelques hymnes religieux. Pareil pour les jouets, pour la danse, voilà, c'était vraiment très rigoriste. Et il fallait donc éviter la damnation éternelle par une vie très pieuse, voilà, une vie très morale. C'était l'objectif le plus important de leur vie. Et donc, ce qui est intéressant à Salem, c'est qu'en fait, c'est relativement récent et on a des écrits très détaillés où on connaît en fait toute l'histoire des procès de sorcellerie à Salem, ce qui est arrivé à chaque personne, le nom de chaque personne, les témoignages, etc. Voilà, et c'est très intéressant. Alors, je vais vous donner quelques éléments très brefs. En 1692, ça commence comme ça, en fait, donc la sorcellerie à Salem. Il y a 2 enfants, qui s'appellent Betty Paris et Abigail Williams, qui ont commencé à présenter des symptômes qui ressemblaient à des crises d'épilepsie. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'épilepsie, et elles criaient, elles faisaient des sons bizarres, elles se contorsionnaient, elles rampaient en dessous des meubles, et le médecin local a décrété que ces crises étaient trop graves pour être liées à un problème médical, et que c'était bizarre. Et donc, c'était sans doute lié à de la sorcellerie. Voilà, et ça a un peu commencé comme ça. Et donc, certaines de ces personnes qui se plaignaient du comportement de ces 2 jeunes filles étaient parfois dans des rivalités, et c'est ce qu'on va retrouver avec d'autres accusations après, dans des rivalités avec les premières personnes qui ont été considérées comme des sorcières. Voilà, alors quand on les a interrogées, ce qui s'est passé, c'est que certaines de ces deux jeunes filles, elles ont commencé à dire à parler un peu de sorcellerie et aussi à désigner d'autres personnes prétendant qu'elles étaient elles-mêmes victimes d'une démarche de sorcellerie provenant d'autres personnes. Et que ces autres personnes étaient donc les coupables, les autrices, les auteurs. Et ces désignations donc, ont lancé une longue série d'enquêtes et puis de procès et de condamnations et d'exécutions qui ont démarré une sorte de folie collective comme ça à Salem. Et donc il y a eu en fait 140 accusations qui ont été lancées cette année-là en 1692. Donc ça a vraiment démarré comme une sorte d'épidémie d'accusations. Et ces accusations, elles visaient souvent plusieurs membres d'une même famille, voire des personnes qui défendaient ceux qui étaient déjà accusés, ou encore des personnes marginales qui étaient mal vues dans la communauté. C'est un petit village, en plus à l'époque, Salem 140, ça fait beaucoup. Oui, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est pas 50 000 habitants, quoi. Ouais. La plupart de ces personnes étaient des femmes. Il y a eu quelques personnes accusées qui étaient des hommes, mais c'était quand même vraiment très rare. Et il y a plusieurs dizaines d'exécutions de femmes avant qu'il y ait un homme exécuté. Il n'y en a pas eu beaucoup. Le premier, il s'appelle John Proctor. Il est resté souvent cité parce que c'était tellement rare qu'on a souvent cité son nom. Mais donc c'était majoritairement des femmes. Et donc lors de la première partie de l'année, la plupart des accusés attendaient leur sort en prison. C'est seulement 6 mois plus tard, avec l'instauration officielle du premier gouverneur de la région qui était venu d'Angleterre, parce qu'au moment où ces accusations commencent, la structure de l'État n'est pas encore bien installée dans ces colonies. Et donc 6 mois plus tard, il y a donc un gouverneur qui arrive et qui commence à organiser tout ça, et qui est assisté d'un personnage assez important qui s'appelle Increase Mather, et qui est une petite photo ici. Increase Mather, qui est en fait le recteur d'une université que vous connaissez, qui s'appelle l'université d'Harvard. Voilà, donc Harvard c'est assez ancien, et donc en fait Increase Mather c'était le recteur de l'université d'Harvard de l'époque, et c'était un théologien, une sommité intellectuelle de l'époque, et il est venu aider le gouverneur pour juger les sorcières. Donc c'était aussi une sorte d'inquisiteur, de chasseur de sorcières, plutôt de chasseur de sorcières que d'inquisiteur, parce que c'était pas un haut prélat ou un haut religieux officiellement, quoi. Voilà, et c'était aussi un auteur prolifique, donc il a écrit beaucoup sur la sorcellerie, et il était assez connu comme chasseur de sorcières à l'époque. Alors, spécificité assez locale à Salem, qu'on n'a pas retrouvée à beaucoup d'autres endroits,
il y avait une preuve qui était très fort utilisée dans les jugements et condamnations, qui est ce qu'on appelle l'évidence spectrale. Et ça, on n'a pas trouvé beaucoup ailleurs. Et en fait, l'évidence spectrale, c'est quoi ? C'est quand les sorcières ensorcelaient leurs victimes. En fait, les victimes pouvaient voir en rêve ou avoir certaines visions du spectre de la sorcière qui les avait maudits ou envoûtés. Voilà. Et donc, en fait, c'était des visions, hein, si on peut résumer ça comme ça, des visions ou alors des visions dans les rêves pendant la nuit. Et donc, il y a des personnes qui se présentaient devant la cour en disant « J'ai rêvé que Madame Machin, ma voisine, me jetait un mauvais sort et donc c'est une sorcière. » Et il y a des personnes qui ont été condamnées. C'était considéré comme une preuve valable à l'époque, un peu du même ordre que cette marque du diable qu'on pouvait trouver un peu chez tout le monde. Donc c'est pour vous dire le niveau de solidité des preuves dans la justice de l'époque au niveau de la sorcellerie. Hein. C'était très flou évidemment, donc on pouvait condamner en fait quasiment n'importe qui. Et donc la cour n'affectait pas d'avocats aux accusés, et ces témoignages suffisaient souvent à les faire condamner. Et il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été condamnées et exécutées en moins d'1 an à Salem sur base de l'évidence spectrale et de la marque du diable. Alors ces condamnations, elles ont quand même amené pas mal de débats. Tout le monde n'était pas d'accord avec ça, il y avait des critiques quand même. Et ces critiques ont pris petit à petit de l'ampleur, parce qu'il y avait beaucoup d'exécutions et plein de gens qui étaient en prison. Et donc l'État a fini par s'en inquiéter et a finalement libéré les sorcières qui étaient encore en prison et interdit les procès pour sorcellerie, après avoir débattu dans une cour spéciale sur la nature de la sorcellerie. Et il y a une intervention assez connue de l'époque de Increase Mather, donc qui est ce fameux chasseur de sorcières qui condamnait beaucoup de sorcières au début, et qui a changé de position sur un élément quand même important, et qui a déclaré à l'époque qu'il fallait mieux libérer 9 sorcières coupables plutôt que de condamner une seule sorcière innocente. Et ça a amené quand même pas mal de changements. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont essayé la justice en tout cas, a essayé d'insister très fort pour que les preuves soient irréfutables et que si on n'était pas sûr à presque 100% que la personne était une sorcière, elle n'était pas condamnée. Voilà, ce qui est intéressant de voir, donc comme je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que ces accusations, et on le voit vraiment à Salem, elles n'étaient pas faites par hasard. Certaines familles rivales s'accusaient les unes les autres. On accusait les vieilles femmes marginales ou pauvres dans le village. Et après, on torturait les personnes jusqu'à ce qu'elles avouent le nom des complices. Voilà, donc il y avait vraiment une instrumentalisation de la sorcellerie qui servait à persécuter les femmes, à persécuter les personnes pauvres ou marginales, à persécuter des rivaux et à persécuter des opposants politiques dans certains cas. Et aussi les gens qui n'étaient pas chrétiens, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, et ça c'était évidemment très mal vu. Ceux qui devenaient athées, par exemple, dans ces cultures, étaient souvent vus comme des hérétiques. Voilà. Il y a eu d'autres théories pour essayer d'expliquer cette vague de sorcellerie à Salem. La plus connue, c'est la théorie de l'intoxication à l'ergot de seigle, qui est un champignon qui pouvait contaminer les céréales et qui, quand on le consommait, créait des convulsions et des hallucinations, et qui aurait pu expliquer certains cas de sorcellerie supposée. Voilà. Maintenant, c'est une possibilité qui est difficile à vérifier, ça restait une hypothèse, et même si ça a peut-être pu être vrai pour certains cas, ça n'avait pas le pouvoir d'expliquer la majorité des situations. Alors, je vais quitter Salem pour revenir un petit peu plus proche de nous, à Paris. Alors, pourquoi je vais parler de Paris ? En fait, il y a une raison bien précise, c'est qu'en France, les cours d'appel de Paris avaient déjà interdit les procès de sorcellerie 20 ans avant l'histoire de Salem que je viens de vous expliquer. Donc, ils étaient un peu en avance. Et il y a un historien assez connu qui s'appelle Alfred Somand,
qui a réalisé un fantastique travail de recherche au niveau des archives du Parlement de Paris et qui a étudié toutes les procédures d'appel entre 1565 et 1640. Et donc il a épluché à peu près 750 procès. En fait, qu'est-ce que c'était ce Parlement de Paris? C'était une instance majeure de la justice française. Elle était présidée par le roi et elle était à la pointe de la justice. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez moderne, entre guillemets. Et ça a été une des premières à mettre fin aux poursuites pour sorcellerie sur le territoire français. Donc ils ont vraiment ouvert la voie à la fin des procès pour sorcellerie en France. Et dès 1588, elle a instauré une loi qui rendait l'appel obligatoire pour toutes les condamnations pour sorcellerie, et ce, aux frais des communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens étaient condamnés dans leur village, dans leur ville, pour sorcellerie, automatiquement, ils avaient droit à un procès en appel à Paris. Et ils étaient véhiculés jusqu'à Paris pour cet appel. Alors le Parlement retenait 3 preuves majeures. Il y avait les preuves matérielles. Et là, c'est quoi les preuves matérielles? C'était un pacte signé, un livre de magie, ou des objets rituels de sorcellerie, comme par exemple des poupées percées d'épingles, que, bon, de nos jours, dans les médias, on attribue plus ça au vaudou, mais apparemment, c'était aussi attribué à la sorcellerie à l'époque, et aussi des poisons. Et ça, c'est un détail qui a son importance, parce qu'à l'époque, beaucoup de personnes qui assassinaient quelqu'un le faisaient avec des poisons. Et donc la société était assez préoccupée par les empoisonneuses et les empoisonneurs. Et donc voilà, on mixait un peu les deux. Les personnes qui créaient des poisons, c'était aussi considéré un peu comme des sorcières par le Parlement. Alors la deuxième preuve importante, c'était des aveux faits librement et pas sous la torture. Voilà. Et donc là, ils ont instauré vraiment cette logique, parce qu'ils avaient compris que si on torturait les gens, ils avouaient n'importe quoi. Et ils ont été assez précurseurs là-dedans, donc ils ont en fait enlevé la légitimité à ces aveux sur la torture, ce qui fait que les gens ont arrêté aussi de torturer comme avant, puisqu'ils savaient que ça ne serait pas considéré comme preuve devant la cour d'appel. La marque du diable, pour le Parlement de Paris, ça n'avait pas beaucoup de valeur, donc ce n'était pas considéré comme une preuve de sorcellerie. Voilà, et donc les preuves que j'ai citées, donc s'il y avait des preuves matérielles, des aveux signés, c'était quand même considéré comme des preuves parfois suffisantes, en tout cas à la fin du XVIe siècle, et après petit à petit c'est devenu insuffisant aussi. Et voilà, les démonologistes de l'époque, ou les inquisiteurs, les chasseurs de sorcières, étaient quand même assez en opposition avec ces idées assez progressistes. Ça faisait beaucoup de conflits à l'époque, mais ça s'est quand même répandu progressivement. Alors, en 1601, le Parlement de Paris a rendu illégales l'épreuve de l'eau, suite à de nombreux procès qui ont été jugés scandaleux par la communauté, qui ont fait des scandales parce que des gens étaient morts noyés, parce qu'on les avait balancés dans le ruisseau pour voir s'ils flottaient, et ça a été interdit. En 1640, le Parlement a mené une véritable lutte interne contre des magistrats qui ne respectaient pas correctement ces principes. Donc il y a vraiment eu un ménage en interne pour faire changer les choses. Et en 1670, c'est la fin des procès de sorcellerie. Les confessions sont considérées à partir de cette époque comme des hallucinations ou des mensonges. Et donc même si vous avez quelqu'un qui arrive au Parlement et qui dit « J'avoue, j'ai fait un pacte avec Satan, je lance des sortilèges », eh bien vous n'étiez pas condamné, ou vous alliez peut-être à l'asile psychiatrique, mais en tout cas on n'était plus condamné pour sorcellerie. Voilà, alors les mendiants, les veuves assez âgées, etc., étaient encore aussi au début de cette période souvent condamnés, et ça aussi ça a changé petit à petit, c'est devenu de moins en moins le cas. Voilà, vous pouvez trouver les travaux d'Alfred Sommand. Il a écrit un bouquin qui est intéressant. Il y a aussi des articles dans des revues scientifiques en libre accès qu'on peut trouver sur Internet facilement, qui décrivent un peu toutes les statistiques qu'il a trouvées. Ici, je vous ai fait un résumé très bref, mais il y a plein de choses intéressantes.
Voilà, alors une chose aussi que le Parlement a remarqué assez vite, c'est que on trouvait en fait assez peu de preuves d'une pratique de la sorcellerie chez les soi-disant personnes qui faisaient de la sorcellerie. Voilà, donc en fait c'était assez rare qu'il y ait des gens qui faisaient des rituels, qui avaient des aveux signés, qui avaient des livres de sorts, qui avaient des objets de sorts. En général, il n'y avait rien de tout ça. Et donc le Parlement s'est quand même assez vite compte que c'était de nouveau des accusations un petit peu politiques et que la plupart de ces personnes n'avaient jamais eu une pratique qui correspondait à de la sorcellerie, et que eux non plus n'avaient pas l'impression de pratiquer de la sorcellerie. Donc il n'y avait pas beaucoup de personnes qui disaient « oui, moi je pratique de la sorcellerie », et on ne trouvait pas de preuves chez eux non plus de ça. Voilà, et ça a probablement été le cas, même si on n'a pas les données pour le dire, mais de la plupart des personnes condamnées pour sorcellerie en Europe et en Amérique. En fait, les historiens semblent assez d'accord aujourd'hui pour penser que, évidemment, ça a existé, des pratiques de sorcellerie, bien sûr, mais la majorité des gens qui étaient condamnés n'en avaient en fait pas. Voilà. Voilà, et ça montre, toutes ces informations, en tout cas, montrent les grandes difficultés que les cours ont eu pour gérer toutes ces questions juridiques, et aussi le manque de prise de recul de la population, parce que quand les cours et les communes ont commencé à essayer de prendre du recul par rapport à ça, de protéger entre guillemets les gens qui étaient condamnés à tort, en fait il y a eu beaucoup de difficultés parce que la population devenait violente, il y avait des lynchages, il y avait des gens chez qui on allait brûler leur maison, parce que la population était persuadée que c'était des sorciers, des sorcières, et qu'il fallait agir, même si la cour refusait de le faire, que la commune refusait d'intervenir. Voilà, et donc la population, il faut savoir aussi que la population à l'époque, elle était proche de la révolte assez souvent, parce qu'il y avait beaucoup de famine, il y avait des conditions économiques et sociales assez déplorables, et donc ça a aussi contribué à ce que ça soit pas facile à gérer dans un premier temps. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas non plus des contingents de CRS qu'on peut envoyer pour donner des coups de matraque aux gens qui manifestent. Les moyens étaient limités, donc quand les gens d'un village voulaient lyncher quelqu'un, il y avait en général pas énormément de personnes qui avaient le pouvoir de l'empêcher. Voilà. Donc les représentants de l'État devaient gérer un équilibre difficile entre l'exigence de la population et puis l'application des nouvelles lois, des nouvelles jurisprudences qui s'installaient progressivement. Voilà, alors je vais terminer par dire quelques mots de la sorcellerie contemporaine. Après le XVIIe siècle, il y a peu de traces importantes de la sorcellerie. Globalement, les historiens considèrent que la sorcellerie, après cette époque des chasses aux sorcières, que globalement, elle a disparu. Donc pour la plupart des historiens, il n'y a plus de sorcellerie, vraiment organisée, instituée, qui se transmet pendant cette époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne qui pratique de la sorcellerie, mais ça devient un phénomène assez isolé, assez marginal, dont on ne parle plus beaucoup. Et c'est un phénomène qui renaît en fait au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qui reste assez marginal jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis là, il y a une sorte de réinvention moderne, qui est en fait celle que vous connaissez un petit peu aujourd'hui, si vous vous êtes parfois un peu intéressé à la pratique de la sorcellerie aujourd'hui, en 2021. Voilà, c'est vraiment considéré comme une réinvention, une renaissance, et pas une continuation de ce qu'il y avait avant. En fait, il n'y a pas eu de transmission donc d'une sorcellerie organisée. Voilà, il y a eu une sorte de nouveau mythe fondateur qui a été inventé par quelques auteurs, notamment des personnes comme Michelet ou Murray, qui ont réinventé la sorcellerie et qui ont enseigné à l'époque qu'elle était une sorte de survivance de ce qui existait avant l'époque chrétienne. Donc en gros, il y a quelques auteurs qui ont dit, voilà, maintenant, nous on relance la sorcellerie, mais la sorcellerie qu'on relance, en fait, c'est celle qui existait avant les chrétiens. Voilà. Une religion donc qui vénérait la nature, la fertilité, la féminité. Il y a beaucoup plus de féminisme dans ce nouveau courant, et aussi des liens avec la déesse Diane, donc déesse de la nature. Et chaque auteur avait sa propre version de ces mythes fondateurs avec des variantes personnelles.
Donc il n'y a pas de socle vraiment solide, il y a des variations un peu multiples. Et ces théories, elles ont été populaires pendant un certain temps et elles ont continué à influencer la sorcellerie qu'on connaît encore aujourd'hui. Voilà, donc il y a vraiment cette idée que la sorcellerie, elle a vraiment à un moment disparu après le XVIIe siècle et qu'elle a été réinventée. Et aussi que les personnes qui prétendent que la sorcellerie qu'ils ont réinventée, c'était la sorcellerie d'avant les chrétiens, ça n'a pas convaincu les historiens à ce stade. Et voilà, c'est vraiment vu comme une réinvention. Et aujourd'hui, donc, elle est devenue un mixte entre différentes foi, différentes religions. On y trouve des influences assez diverses. Donc il y a des influences chrétiennes, il y a des influences celtiques, il y a des influences de l'occultisme et de la période de New Age, qui a été très importante aussi dans notre culture. Et aussi cette idéologie plutôt féministe qui est marquée quand même assez fort dans pas mal de ces sous-mouvements de la sorcellerie contemporaine, même s'ils sont parfois assez durs à identifier de manière précise. La personne qui a eu le plus d'influence sur ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est Gerald Gardner, qui est souvent cité comme le père de la sorcellerie moderne. Il a beaucoup publié après la Deuxième Guerre mondiale et il a pratiqué, testé beaucoup de religions, beaucoup de spiritualité. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé la sorcellerie pour la redéfinir. Et pour lui, c'est devenu donc une religion paisible qui vénère la nature. Les sorcières se réunissaient à nouveau en coven, donc en groupe religieux, dirigés par une prêtresse dans pas mal de mouvements, parfois par un prêtre aussi, ça dépendait un peu des branches. De nouveau, on revient au rituel de Dionysos, encore une fois. Et elle vénère un dieu de la nature, qui est donc plus le dieu des chrétiens, le dieu des musulmans. Ça peut être plusieurs dieux, parfois c'est de nouveau assez flou et chacun fait un peu sa croyance, voilà. Et ils se rencontrent, en tout cas pour Gardner, ils se rencontraient dans la nature pour faire des rituels, souvent des danses, souvent en dansant nus aussi dans les forêts, pour obtenir le pouvoir de la nature, faire de la méditation, voilà. Et donc ils ont instauré ou réinstauré en tout cas toute une série. Voilà, ça c'est une photo d'une fête rituelle avec Gardner, donc je n'invente pas la nudité, c'était un peu documenté. Alors après, à quelle fréquence il faisait ça, je ne sais pas, hein, c'était peut-être pas tous les samedis non plus, hein, mais ça existait en tout cas. Là vous avez une photo de Gardner avec qui lui n'était pas tout nu, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et ils ont réinstauré en fait toute une série de fêtes religieuses hein, que vous connaissez, hein, donc Samin le 31 octobre par exemple, la fête de Yule le 21 décembre, voilà, donc c'est de nouveau cette sorte de réappropriation de certains éléments d'autres cultures, d'autres religions pour recréer une sorcellerie contemporaine. Voilà, alors dans le futur et dans le présent, ce mouvement continuera à être défini de manière assez différente par de nombreux auteurs. C'est difficile de savoir lesquels seront les plus influents et les plus populaires dans le futur, puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale, il n'y a pas de dirigeants, il y a plein de courants différents. Voilà, il y a des petits courants locaux et puis il y a des courants assez internationaux comme la Wicca par exemple. Voilà, il y a néanmoins quelques points communs que les historiens ont relevés, en tout cas ceux qui ont parlé un petit peu de sorcellerie contemporaine. C'est qu'on trouve de nouveau de l'animisme, du polythéisme. Donc ce sont des gens qui croient de nouveau aux forces de la nature, qui croient à plusieurs dieux. Donc il y a effectivement des points communs avec l'époque pré-chrétienne, même si c'est pas la même chose. On trouve le féminisme dans pas mal de branches. Il y a un rejet assez fort de l'idée chrétienne du péché, qui est très importante dans notre culture, assez logiquement, puisque les personnes qui pratiquent la sorcellerie aujourd'hui connaissent en général un petit peu cette histoire et savent qu'elles ont été persécutées injustement pour des raisons essentiellement liées aux croyances religieuses chrétiennes. Et il y a cette personnalisation qui est importante, donc chacun crée un peu sa sorcellerie à sa sauce. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des pays où il y a encore pas mal de coven qui existent. Chez nous, on n'en entend pas énormément parler quand même. Sur les réseaux sociaux aussi, on trouve des choses. Maintenant, c'est pas toujours très clair de savoir si
si c'est des initiatives isolées ou si c'est des gens qui se réunissent encore dans des groupes organisés. Il y a des groupes organisés encore, mais c'est quand même pas très très fréquent dans notre pays. Du côté anglo-saxon, c'est un peu plus populaire quand même. Hein. La Wicca, c'est quand même plus répandu que ce qu'il y a chez nous. Voilà. Et elle se mélange aussi, la Wicca, avec d'autres croyances magiques contemporaines, notamment des croyances New Age. Chacun fait un peu son mix avec des croyances New Age parfois diverses. Voilà qui clôture ma conférence. Je vous remercie pour l'écoute. Je vais brancher le deuxième micro et puis on va passer aux questions si vous en avez. Voilà, il fonctionne formidable. Alors moi déjà Jérémy, je voulais te remercier déjà pour cette conférence, elle était super sympa. J'aurais déjà une ou deux questions avant de passer le micro aux autres. On est très occidentaux-centré ici. On a parlé beaucoup des États-Unis, de l'Europe. Quid de ce qui s'est passé en Asie ou en Afrique où ça se passe toujours, où la sorcellerie est toujours très très présente. Voilà, c'était ma première question. Et puis ma deuxième question, c'était surtout au niveau de la sorcellerie actuelle et des dérives sectaires possibles au niveau du féminin sacré et de l'anthroposophie et tout ça, voilà. Ouais. Alors, par rapport à la première question, en général, tous les travaux, les historiens, les écrits, etc., parlent ici de la sorcellerie américaine et européenne parce qu'elle a une évolution commune. La sorcellerie en Afrique n'a pas été très fort influencée par tout ça et n'a pas été une influence importante. Et c'est vraiment... c'est séparé, quoi. Il n'y a pas l'influence catholique aussi, j'imagine. Il y a un peu d'influence catholique, mais pas dans l'autre sens. Mais effectivement, en Afrique, il y a eu une influence catholique. Enfin, il y a toujours une influence catholique. Mais c'est, en général, dans les écrits et tout ça, c'est séparé. Donc moi, je me suis centré, en fait, sur la branche européenne et américaine. Et les historiens, en général, ne mélangent pas les deux. Donc, voilà, je ne connais pas grand-chose à la sorcellerie en Afrique. Quelques trucs sur les enfants sorciers, etc. Mais je ne m'hasarderai pas à en dire quelque chose. Tout ce que je peux vous dire, ce que je sais, c'est que y a plein de concepts aussi qui existent en Afrique et qui ne se retrouvent pas dans la sorcellerie ici en Amérique ou en Europe. Maintenant, il y a aussi des points communs. Mais en Afrique, c'est aussi très fort lié à des notions intergénérationnelles, aux ancêtres et aux relations avec les ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en Afrique et qui est lié aussi aux croyances à la sorcellerie. Donc cette sorcellerie prend un sens aussi par rapport à des notions liées aux esprits des ancêtres, des anciens, etc. Et donc c'est vraiment considéré par les historiens comme des choses tout à fait différentes. Voilà. Alors ta deuxième question... pardon, oui, aussi pour l'Asie... L'Asie aussi, c'est un vaste sujet, c'est aussi en général abordé de manière séparée. Et là, je ne vais pas en dire grand-chose parce que je ne connais pas très bien. Il y a juste la partie japonaise que je connais un petit peu. Et là aussi, en fait, on ne peut pas du tout parler de sorcellerie. Il y a des pratiques similaires, mais leur culture, leur histoire, leur religion est tellement sans aucun point commun avec la nôtre que ça n'a pas vraiment de sens d'en parler. Notre culture. Oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment séparé et du coup, ça doit vraiment être un sujet différent parce que tous les concepts de base, en fait, sont différents aussi. Au tout début de l'exposé, tu nous as dit que c'était pas ton sujet d'expertise, mais que c'était un sujet que tu abordais par passion. Du coup, ça m'intéresse de savoir... en quoi ce sujet te passionne, d'où ça vient, que c'est un sujet passionnant pour toi. Moi, je jouais à la sorcière avec mes copines quand on était petites, et du coup, je m'y suis beaucoup intéressée, mais ça m'intrigue. C'est une très chouette question, merci de me la poser. En fait, à la base, moi, je suis arrivé dans la pratique que fait mon association, c'est-à-dire dans le scepticisme. Je ne sais pas si tout le monde connaît le mouvement sceptique ici, mais en tout cas, à la base, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude scientifique du paranormal et de tout ce qui est lié au paranormal. Et donc, voilà, par extension,
le vécu des personnes qui ont été liées de près ou de loin à des phénomènes qu'on a pu juger paranormaux. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi et sur lequel j'ai travaillé aussi un petit peu. J'ai fait des études de psychologie à la base et nous, dans notre association, on s'intéresse beaucoup à ça, que ce soit la sorcellerie ou les croyances dans les fantômes, dans les phénomènes paranormaux, genre télépathie, télékinésie, précognition. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir le vécu des gens, en fait. Comment ça a évolué, quelles sont les croyances des gens, quels sont les effets de ces croyances. Et ça m'intéresse plus de comprendre ça que de savoir si c'est vrai, pas vrai, si ça marche, ça marche pas. J'ai évidemment mes idées personnelles, mais voilà, pour la sorcellerie, ça m'intéresse vraiment pas de me poser la question de... est-ce qu'il y a des sortilèges de sorcellerie qui fonctionnent? Ça m'a plutôt intéressé vraiment de voir le trajet des personnes, le trajet de la société par rapport à ça. Parce que tout ce qui est lié au paranormal, au surnaturel, je trouve que c'est intéressant, c'est assez fascinant, même si moi-même, j'ai pas forcément des croyances qui vont dans ce sens-là. C'est un truc que je trouve fun, voilà, simplement. Voilà. Moi, ma question, c'est par rapport à ce que tu disais au niveau de la recrudescence en fait de la sorcellerie moderne. Et donc, en tant que psychologue, en tout cas dans tes études, est-ce que tu peux faire peut-être un lien? Est-ce que c'est possible de faire un lien entre le fait que justement ça reprenne maintenant? Pourquoi en fait on revient à ça? Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Mais... C'est très clair. Ouais. Oui, alors c'est une question qu'il y a beaucoup de psychologues qui se sont posées, évidemment, et aussi des gens qui étudient plutôt le vécu des phénomènes paranormaux. Globalement, une idée qu'on retrouve souvent, c'est qu'il y a une perte de popularité des grandes religions instituées. Et donc, comme beaucoup de personnes ont besoin ou ont le souhait de croire à quelque chose, un mouvement, une spiritualité, une religion, la perte de popularité de certaines choses fait augmenter la popularité d'autres choses. Et donc tout ce qui est lié à des spiritualités, que ce soit du côté de certaines spiritualités orientales qu'on réinvente un peu à notre sauce, ou alors que ce soit les spiritualités New Age qui sont encore très populaires aujourd'hui, ou ici la sorcellerie qui est un peu plus dure à classer dans des cases, pour moi ça répond en tout cas en partie à la perte de popularité des grandes religions qui ont des valeurs qui ne correspondent plus à celles des personnes aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui ont un besoin de spiritualité et ne se retrouvent plus du tout dans la religion de leurs parents, de leurs grands-parents, et donc ils vont chercher ailleurs, notamment dans la sorcellerie, ou dans le New Age, ou dans le bouddhisme version européenne, ce genre de choses. Voilà. Bonsoir, alors tout d'abord merci pour la conférence. J'ai une question de vocabulaire. Tu as utilisé le terme Wicca tout à l'heure, est-ce que tu pourrais le développer s'il te plaît? La Wicca c'est un courant qui est plutôt anglo-saxon, un courant de sorcellerie plutôt anglo-saxon qui est assez populaire aujourd'hui. Maintenant, voilà, je ne connais pas plus que ça, parce que de nouveau c'est très contemporain. Moi j'ai plutôt bouquiné les trucs plus anciens, mais c'est à ma connaissance c'est un peu le courant le plus grand, le plus important au niveau anglo-saxon. Chez nous, on n'en entend pas beaucoup parler, mais vous pouvez regarder un peu sur Google et vous allez trouver énormément de choses. Il y a des très grosses associations américaines et anglaises qui regroupent les praticiens de la Wicca, qui font des conférences, qui font des réunions, des rituels. Enfin, c'est un assez gros mouvement. Maintenant, voilà, comme je vous dis, c'est très contemporain et plutôt que de dire des bêtises, je préfère pas moi-même me tenter à le définir. Vous trouverez assez facilement l'info sur Google. Voilà. Merci. Jérémy, comment tu positionnes l'exorcisme, les exorcismes? Parce qu'on voit encore de temps en temps des faits divers. Alors il n'y a plus les procès, mais il y a encore des victimes dans des opérations d'exorcisme. Et pas que dans la religion chrétienne d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors les exorcismes, c'est vrai que c'est un cas un petit peu particulier, puisque c'est venu, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est venu tardivement avec la croyance dans le diable. Et à la base, les exorcismes étaient très mal vus en fait par les catholiques. C'était quelque chose de marginal qu'on n'était pas censé faire. Et ça a été petit à petit accepté avec la popularité de ces croyances dans le diable.
Et c'est assez marrant les exorcismes parce que finalement, en fait, dans la Bible, il n'y a quasiment rien comme référence sur les exorcismes. À ma connaissance, il y a une référence importante à un exorcisme, c'est Jésus qui exorcise quelqu'un, je ne pourrais plus vous dire qui, parce que j'ai vu ça il y a longtemps. Et la manière dont il fait son exorcisme, c'est qu'en fait, c'est simplement, il donne un ordre, en fait. Donc c'est le simple pouvoir de sa volonté qui exorcise en fait la personne. Et c'est pas quelque chose que les gens faisaient autour de lui à tour de bras, quoi. Et donc l'exorcisme, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé beaucoup plus tard. Et aujourd'hui, il y a l'air d'avoir une résurgence de ces exorcismes. Du côté catholique, ils leur ont refait une place assez importante. Ils ont recommencé à former des prêtres aux exorcismes parce qu'il y avait une demande de plus en plus importante. Et alors d'un côté, c'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que ces exorcismes peuvent faire beaucoup de dégâts. Et il y a des exemples, des vidéos, des cas cliniques où on voit des dégâts de ces exorcismes. Il y en a eu en Belgique avec des personnes qui sont mortes, notamment une personne qui est morte noyée suite à un exorcisme d'un exorciste, je pense que c'était un exorciste musulman là pour le coup, qui lui a fait boire des litres et des litres d'eau pour la purifier. Et qui ne savait peut-être pas qu'au-delà d'un certain nombre de litres, on meurt. Et voilà, donc une autre, par contre, on peut dire peut-être quelque chose de, entre guillemets, positif, c'est que je vois aussi que les prêtres sont aujourd'hui très très bien formés à détecter en fait les problèmes psychologiques et aussi sont, pour une partie d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux, dans l'idée qu'il y a très très peu d'exorcismes qui sont nécessaires. Et qu'en général, il n'y a pas de possession, il n'y a pas d'exorcisme à faire. Dans plus de 90% des cas, c'est des problèmes psychologiques. Mais voilà, j'ai aussi entendu des témoignages de prêtres qui pensaient qu'il y avait encore du diable et du Satan un peu partout. Donc c'est inquiétant et c'est en résurgence visiblement depuis 20 ans à peu près, quoi. Voilà. Mais c'est pas vraiment une question non plus, c'est une réflexion que j'ai envie de partager à propos de la sorcellerie en général et à travers l'histoire. C'est que dans l'exposé que tu as fait, qui est très très factuel, pour moi il y a quand même deux grandes dimensions qui ressortent. Il y a la définition de la sorcellerie d'après l'autorité, et la perception ou la description de la sorcellerie par l'opinion populaire. Et il y a un côté il y a un côté presque orientation politique à définir la sorcellerie à toutes sortes d'époques comme étant en fait quelque part des pratiques, des pensées qui s'opposeraient à un espèce d'ordre établi et de règles qui vient d'en haut, quelque part, que la question soit typiquement religieuse, puisque l'autorité a été religieuse pendant très très longtemps, ou du côté populaire, à pointer du doigt comme mauvais quelque chose qui sort du lot. Et donc il y a un côté qui ne ressortait pas pour moi dans les définitions que tu as proposées, dans les approches que tu as proposées, qui est que la sorcellerie, quelque part, c'est toujours quand même quelque chose qui dépasse des bornes, quoi, qui sort du lot et qui sort du cadre, qui devrait être établi soit par l'autorité qui a du pouvoir, soit par l'opinion populaire qui est massive et qui pèse socialement sur les individus. Et quelque part, la définition de la sorcellerie suit par opposition, suit totalement en opposition la définition de l'ordre établi, de la croyance acceptable. Et voilà, et du coup, ce cheminement de pensée-là mène peut-être à aujourd'hui se demander comment est-ce qu'on s'en retrouve à avoir une vision de la sorcellerie aujourd'hui qui est quelque chose de très presque, magique dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, on dit quelque chose de magique, c'est quelque chose de super bien. La sorcellerie, c'est la puissance féminine que je chéris, faut pas déconner. Mais comment est-ce qu'on en arrive à un concept historiquement de la sorcellerie qui est tout ce qui dépasse des bornes, tout ce qui s'oppose à l'autorité et à la généralité populaire,
pour en arriver à quelque chose qui est un espèce d'idéal voilà, j'ai été perturbée, je sais plus où aller dans mon discours, mais vous avez compris ce que je veux dire? Oui, c'est très clair. Je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Il y a plein d'autres dimensions qui sont intéressantes à développer et que je n'ai pas développé ici, notamment toute cette partie sur le féminin, la place de la femme dans la société, le fait de s'opposer à l'ordre établi. C'est aussi des choses qu'on trouve en fait dans pas mal de travaux. Maintenant, voilà, faut savoir que c'est très rare qu'il y ait des présentations qui sont structurées comme la mienne, c'est-à-dire qui traversent les époques. En général, les auteurs se centrent sur une époque et un endroit très précis, parce que c'est tellement large, il y a tellement d'angles d'approche, tellement de dimensions dont on peut parler, que c'est difficile d'en faire un aperçu global en fait. Mais je suis tout à fait d'accord sur l'angle que vous avez évoqué et qui serait aussi intéressant à développer beaucoup plus. Il y a aussi plein de choses à dire là-dedans et qu'on peut trouver dans les sources et dans les travaux des historiens. Mon avis sur Mona Chollet, je vous dirais juste ceci, je trouve globalement que l'abord intéressant de la sorcellerie chez Mona Chollet, c'est que de nouveau, un peu pour rejoindre votre commentaire d'avant, c'est quelque chose qui est aussi très symbolique. C'est pas que la sorcellerie on jette des sorts, c'est la sorcellerie en tant que figure sociale contre l'ordre établi. Et tout cet aspect-là est très intéressant. Maintenant, il y a quelques trucs, notamment dans le livre de Mona Chollet, qui m'ont un peu dérangé. Je la trouve parfois un petit peu trop ouverte à des croyances un peu trop magiques, un peu trop New Age, etc. Mais non, voilà, c'est pas non plus un auteur qui me semble fort ancré là-dedans. Ça m'a pas énormément dérangé, mais il y a quand même quelques petits trucs qui me dérangent du côté d'une ouverture qui pour moi est un peu trop grande à des phénomènes un peu non prouvés. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est plutôt intéressant et que ça vaut la peine d'être lu. Voilà. Je commence à devenir un peu... En tant que psychologue, tu as observé des formes, je sais pas, comme les enfants sauvages ou des trucs inexplicables au niveau psychologique. Tu as rencontré ça en tant que psychologue? Écoutez, moi j'ai un cabinet privé pendant 10 ans et j'ai quasiment jamais rencontré en cabinet privé de personnes qui me parlaient de croyances paranormales ou de phénomènes paranormaux. Maintenant, ce que je peux vous dire qui vous intéressera peut-être, c'est qu'il y a, notamment en France, j'ai des collègues psychologues qui reçoivent spécifiquement des personnes qui viennent en lien avec ce type de phénomène, parce qu'elles ont vécu un phénomène paranormal qu'elles ont du mal à expliquer, ou parce qu'elles sont dans des mouvements où elles se posent des questions, ou parce qu'elles pensent avoir des pouvoirs et elles ne savent pas très bien quoi en penser. Et donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des psychologues qui reçoivent spécifiquement aujourd'hui ces personnes et qui publient des recherches là-dessus. Ça s'appelle la psychologie anomalistique d'ailleurs. C'est un courant de la psychologie qui étudie le vécu des personnes qui vivent, en tout cas qui pensent vivre des phénomènes en lien avec le surnaturel, le paranormal. Et c'est un champ très intéressant, il y a de plus en plus de publications, il y a beaucoup de choses à voir chez ces personnes qui sont intéressantes, mais c'est encore mal connu aujourd'hui, parce que c'est tout nouveau comme étude, quoi. Voilà. Je me demandais un peu concrètement, en tant que femme qui est accusée de sorcellerie, comment est-ce qu'on peut se défendre? Donc concrètement, dans un tribunal du Moyen-Âge ou de la Renaissance, en tant qu'accusée de sorcellerie, quels arguments peuvent effectivement être invoqués et peuvent éventuellement du coup convaincre? Parce que comme tu le disais, les preuves de l'époque ne sont pas forcément des preuves, enfin, ne seraient pas forcément des preuves aujourd'hui, donc est-ce que c'est parole contre parole? Est-ce qu'il y a des vrais éléments factuels qui peuvent être amenés pour essayer de se défendre ou pas? J'ai pas, dans tout ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu les historiens mettre en avant des moyens de défense qui auraient été efficaces. J'imagine que c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Je me dis peut-être que parfois le poids social des personnes accusées, ça pouvait jouer, si c'était des gens qui avaient quand même un certain statut.
c'était plus difficile probablement de les faire condamner. Mais après, je n'ai vu aucune information nulle part mettant en avant des moyens de défense efficaces à cette période-là. Donc je pense que la plupart des gens ne pouvaient tout simplement pas se défendre et étaient à la merci en fait du système. Julie évoquait la preuve de piété. Je ne sais pas à quoi elle faisait référence exactement. Ouais. Oui, disons que c'était l'idée de montrer probablement de montrer qu'on était un bon catholique, un bon chrétien, un bon protestant, et qu'on n'avait pas cette vie amorale. Maintenant, comment est-ce que vous prouvez? Enfin, je pense qu'à côté de l'évidence spectrale, de la marque du diable, des accusations, ça ne pesait pas très lourd en général. Et là aussi, j'ai pas vu beaucoup de références dans la littérature à des personnes qui avaient réussi à se défendre en montrant qu'elles avaient une vie morale ou religieuse de qualité, quoi. Ça a dû exister, hein, probablement, mais c'est pas beaucoup mentionné, donc je présuppose que c'était plutôt rare. Voilà. Oui, je pense que dans ce cas-là, ils étaient tous potentiellement condamnés, mais peut-être effectivement. En fait, c'est lui, le sorcier. C'était probablement pas mal de fois tenté, mais voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. On a perdu... Ah non, le micro est là. J'ai une petite question. J'ai plein de petites idées qui me viennent en tête comme ça, mais pour commencer, je voulais demander, j'ai cette impression que ce sont des personnes qui sont fort isolées à la base et qui sont un peu réprimées, oppressées. Donc un groupe d'individus qui définissent la normalité, disent ok, pointent du doigt quelqu'un qui n'est pas comme eux, ils l'oppressent, ils la répriment. C'est bien ça, oui. Ça a l'air d'être un fait établi. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, un regroupement qui s'est fait et qui a fait opposition au mouvement de normalité? Si, je pense qu'il y a eu des tensions dans la société autour de ça, et s'il y a eu des changements à un moment, c'est parce qu'il y avait des gens qui militaient pour. Maintenant, ça a pris du temps quand même, quoi, parce que l'opinion dominante était quand même très très forte, et donc ça a pris du temps à se mettre en route. Mais effectivement, par exemple à Salem, dès les premières condamnations, il y a des gens qui s'opposaient à ça et qui trouvaient ça scandaleux, mais leur voix était un peu écrasée sous la masse, quoi. Après, ils n'étaient pas pratiquants, entre guillemets. Ils défendaient de manière générale. Non, c'est des gens qui n'étaient pas eux-mêmes pratiquants, mais qui trouvaient que la manière de juger les gens, c'était du n'importe quoi. Il y avait quand même en tout cas chez certaines personnes, déjà une forme d'analyse rationnelle des jugements, des preuves, etc. Il y avait déjà une forme de justice quand même évoluée. C'est juste que sur ce sujet-là, elle était un peu plus radicale et caricaturale. Donc dès le début, il y a des gens qui s'y opposaient et qui n'étaient pas des praticiens non plus ou des personnes favorables à la sorcellerie, mais qui étaient simplement choqués du fait qu'on condamnait les gens avec des preuves qui n'en étaient pas. Ils trouvaient ça vraiment très très grave. Ils défendaient un peu la justice du système. Et voilà, défendaient la bonne justice. Et d'ailleurs, Increase Matter, que j'ai cité tout à l'heure, a continué à croire qu'il y avait des sorcières et des suppôts de Satan, etc., même s'il les condamnait plus. Mais c'est pas pour autant que son idée avait changé tout à fait, quoi. Bon, ça voilà, donc ça je comprends bien et je suis bien d'accord avec ça. Et après, je veux dire, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que avant, on les oppressait et l'opinion publique faisait en sorte de les faire disparaître via tous les moyens dont on a parlé. Maintenant, c'est des pratiques qui n'ont plus du tout lieu. Je vois pas quelqu'un quelque part qui va commencer à immoler quelqu'un parce qu'il a fait acte de sorcellerie. Enfin, j'ai pas l'impression. Pas dans nos contrées, en tout cas. En Afrique, ça existe toujours, mais en Amérique ou en Europe, je pense qu'il peut y encore avoir parfois dans des endroits très reculés, notamment en Amérique, parfois des réactions assez violentes, mais j'ai pas vu qu'il y avait encore des gens qu'on avait brûlés ou il n'y a plus de base légale du tout, en tout cas pour ça, quoi. En fait, si on a la version contemporaine, le petit monde des influenceurs, etc.,
je suis avec des ados, hein, c'est pas moi. Il y a eu, je crois qu'il y a eu une espèce de mini-scandale chez Télé-Réalité, etc., où elles se jetaient des sorts entre elles, elles avaient leur propre rebouteuse, etc. Okay. Et donc, en fait, elles utilisaient la sorcellerie pour se jeter des sorts, exactement comme à la cour de Versailles sous Louis XIV. Et parce qu'elle a dit du mal du moi, donc je vais lui jeter un sort, blablabla. Donc là, on est vraiment dans le phénomène. Maintenant, il y a moyen de réagir. Quand on voit la sorcellerie, il y a une gonzesse qui a été engagée en tant que sorcière pour jeter des mauvais sorts, etc. Elle a clairement fait preuve de charlatanisme. Là, on peut se retourner contre elle parce qu'elle a escroqué des gens. C'est une escroc. Alors, ça, c'est oui. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Alors, pour la question du charlatanisme, c'est assez compliqué quand même parce que, en soi, faire des rituels magiques, promettre des choses dans ce genre-là, c'est pas forcément illégal et c'est très difficile à faire condamner quand même. Hein. Alors après, pour prouver vraiment qu'il y a eu une escroquerie, c'est quand même au niveau de la justice pas facile. Pas forcément parce qu'il n'y a pas eu escroquerie, mais parce que produire des preuves matérielles d'une escroquerie pour quelque chose de paranormal, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et à ma connaissance, c'est quand même vraiment très rare. Hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire des procès à des gens qui les ont escroqués, des marabouts, des guérisseurs en tout genre. Ça, il y en a plein, sans lien avec la sorcellerie, mais voilà. Et c'est quand même fort rare que ces personnes soient condamnées. Les situations où ces gens se font condamner facilement, c'est en général parce qu'il y a d'autres choses, par exemple des abus sexuels, de la violence, de l'extorsion d'argent importante. Mais sinon, c'est vraiment très dur de faire condamner les gens quand même pour ça. Il y a des gourous absolument hallucinants qui sont connus depuis des dizaines d'années, sur qui il y a des reportages sur Netflix et qui continuent à se faire des millions sur le dos des gens en les escroquant et qui n'ont jamais été condamnés pour rien du tout. Même quand les plaintes s'accumulent, hein, je pense que quelqu'un comme Thierry Casanova a plus de 200 plaintes à la mi-vilu sur sa pomme et il pratique toujours le mec. C'est un très bon exemple, Casas Novas, qui est super visible et voilà, et qui effectivement n'a jamais été condamné, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre présence. Ah, peut-être encore une dernière question, parce qu'on a dépassé l'heure hein, quand même vachement. Faut rendre le bar au bar, quoi. Bah, du coup, dernière question, est-ce qu'on a pu documenter l'existence de sectes de sorcières? Donc on accuse beaucoup de femmes d'être des sorcières, mais est-ce qu'effectivement on a pu mettre en lumière qu'il existait réellement des communautés de personnes qui pensaient être capables de jeter des sorts ou d'apprendre à jeter des sorts, qui vénéraient Satan, etc., etc. Oui, tout à fait. Il y a des cercles de sorcières qui ont été assez connus dans les années 70, en Belgique, en France. Vous pouvez retrouver probablement sur les archives de l'INA, si vous savez ce que c'est, vous allez taper sorcellerie, il y a des documents, enfin des interviews, des reportages de l'époque sur des covens de sorcières. Donc oui, et c'est des gens qui faisaient des rituels, qui pensaient que ça avait un effet, etc. Maintenant, si votre question c'était aussi de se demander s'il y en a qui avaient des actes dangereux ou criminels, là, j'ai pas grand chose qui me vient à l'esprit, quoi, honnêtement. Ça doit exister, mais je pense que c'était plus. Ce qu'on trouve souvent, c'est plutôt des cas isolés et des personnes qui avaient des problèmes psychiatriques et qui ont tué des gens tout en faisant des rituels sataniques. En Amérique, par exemple, il y a pas mal de cas comme ça. Mais ça semble plus relever de la maladie mentale et de personnes isolées que des gens qui étaient dans un groupe de sorciers ou de sorcières. C'était plutôt des gens qui étaient atteints de schizophrénie. Et il y a souvent dans la pathologie psychiatrique, dans la schizophrénie par exemple, des idées en lien avec des délires religieux, mystiques, surnaturels, parce qu'il y a une perte de contact avec certains éléments de la réalité. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y a autre chose, en tout cas pas fréquemment, quoi. Vous parlez du XXe siècle, mais on n'a pas pu prouver qu'il existait des sectes de vraies sorcières, entre guillemets, avant le XXe siècle, donc au Moyen-Âge ou durant la Renaissance, par exemple. À votre connaissance. Oui, c'est une bonne question. Je pense que ça existait, mais c'était très rare, quoi. Mais ça existait. J'ai eu des références à ça, mais la majorité des personnes accusées n'en faisaient pas partie. Voilà. Et il y avait aussi, ça je n'en ai pas parlé, mais
comme j'ai dit au tout début, à l'époque grecque, il y avait encore, après le Moyen-Âge ou au Moyen-Âge, des personnes qui pratiquaient des formes de magie et qui étaient des personnes plutôt haut placées de la haute société et n'appelaient pas ça sorcellerie. C'était à part et eux, c'était nouveau une sorte de magie secrète. Et donc je pense qu'il y a des choses qui ont existé aussi, mais dans d'autres parties sociales de la société et dont on ne parlait pas, qui n'étaient pas visibles et qui n'ont pas été associées à ce genre de persécution, quoi. Merci. Voilà, je vous remercie en tout cas pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a encore, sinon... Merci à tous. Je voudrais qu'on remercie encore une fois Jérémy. Faut que vous alliez voir ses billets de blog ou le podcast qu'il anime avec Jean-Michel Abrassard, Scepticisme scientifique. Il y a vraiment une mine d'informations. Je pense que vous en êtes à plus de 200 podcasts, 300 maintenant, 500. On est à 500, plus de 500 épisodes de podcast. Donc c'est un podcast de vulgarisation scientifique sur tout et n'importe quel sujet en lien avec les sciences, et où essentiellement, soit on a des épisodes où nous on discute d'un sujet, soit on reçoit des spécialistes qui présentent un sujet, donc c'est des interviews. Donc ça s'appelle Scepticisme scientifique. Voilà, vous trouverez ça, scepticismescientifique.com. Voilà, et je vous remercie de votre présence. Après, on peut continuer à discuter autour d'une bière, voilà.